J'aurais aimé vous tourner cette séquence avec du soleil. Malheureusement, la pluie est revenue. Je me suis abrité sous la pergola. Mais bon, j'ai pas le temps d'attendre le retour du soleil pour vous parler de ce Navimo X330. Il fait partie de la série X3. Je vous ai fait une vidéo de présentation de cette série X3. Je vous la mets ici dans le coin si vous ne l'avez pas vue. Vous y trouverez plein d'informations sur ce robot, les caractéristiques techniques, les fonctionnalités et surtout les toutes dernières nouveautés de la gamme X3. Je ne vais pas tout répéter ici dans cette vidéo parce que déjà, elle va être très longue. Pour vous repérer facilement, je vous mets un sommaire comme d'habitude. Si vous voyez que mon robot a une couleur un petit peu bizarre, c'est parce que je l'ai protégé avec un film autocollant transparent. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là que je vous mets en description. Aujourd'hui, c'est le test ultra complet. On va faire des tests de navigation, des tests de tonte évidemment, des tests de pente, des tests d'autonomie, de détection d'obstacles, etc. Je vais aussi vous montrer l'application smartphone en détail et on se retrouvera en fin de vidéo et je vous donnerai mon avis sur ce Navimo X330, les points positifs et les points négatifs. Le X330 que j'ai ici, c'est un modèle 3000 m². Je vous mets tout de suite à l'écran les différentes caractéristiques en fonction des modèles. Il y a des modèles de 1500 à 10 000 m². Sachez que la série X3 n'est pas disponible en ligne. Si elle vous intéresse, il faudra vous rendre chez un revendeur. Je vous mets dans la description un lien pour trouver le revendeur le plus proche de chez vous. Je vous montre le carton tel que j'ai reçu donc le Navimo X330. À l'intérieur, on retrouve un premier carton avec plein d'accessoires. Donc on a la base, un câble de 10 mètres d'alimentation pour la base. Ça, c'est les tubes et le piquet pour l'antenne RTK. Ça, c'est l'alimentation de la base. La petite antenne qu'on vient mettre dans l'antenne RTK. On a des petits piquets si vous voulez passer le fil dans la pelouse. On a des lames de rechange, des scratchs pour attacher le câble sur le tube de l'antenne RTK, des vis de terre pour fixer la base au sol, des petites vis comme ça, ça doit être pour les lames, et puis une clé pour les vis de terre. Et puis on a ici le QR code pour télécharger l'application Navimo. Voilà donc ici les petits piquets pour fixer les câbles dans la pelouse. Si vous voulez passer votre antenne RTK au milieu de la pelouse par exemple. On a ici des piquets de terre avec la clé. Je ne les ai pas tous posés. On a les deux jeux de lames de rechange ici. Un guide de démarrage rapide. Et derrière ici une notice complète. Allez, sans plus attendre, on commence tout de suite les tests. La première chose à faire, c'est de choisir le meilleur emplacement pour votre station de base. La station de base, elle doit être à un endroit où elle capte correctement les signaux GPS. En fait, ce n'est pas la station de base qui a besoin de capter les signaux, c'est le robot. Mais comme le robot il est stationné sur la station, il effectue toujours une vérification avant de commencer une tonte. Plusieurs vérifications, il vérifie qu'il a un bon niveau de charge, il vérifie que sa vision est bien dégagée, que les caméras sont propres, et il vérifie aussi s'il a une bonne réception satellite. Et si ce n'est pas le cas, il refusera de quitter sa base. Là, je me suis assis sur lui volontairement. Je vais essayer de lancer une tonte. Le signal GPS est trop faible pour commencer à tondre. Voilà, donc ça prouve bien que vous avez besoin d'un bon signal GPS là où vous positionnez votre base. Donc moi je l'ai mis pas forcément dans un endroit bien dégagé, puisque ici j'ai ma pergola en tôle qui est vraiment juste à côté. Mais par contre, de ce côté-là, j'ai du ciel vraiment sur 3/4 en fait. Voilà, même si j'ai la maison qui est un petit peu plus loin. Donc voilà, ça, ce sera la première chose à réfléchir quand vous allez positionner votre base. Ensuite, vous avez l'antenne RTK à positionner. Alors moi, je l'ai mis juste à côté, puisque je sais que j'ai une réception correcte ici au niveau de la base. Je l'ai plantée ici. Vous allez pouvoir la planter un petit peu plus loin. Vous avez 5 mètres de câble ici que j'ai attaché au pied. Et donc l'antenne se connecte directement sur la base. Voilà, vous avez la connexion de l'antenne RTK et vous avez l'alimentation secteur. L'alimentation secteur, moi je l'ai fait passer ici, et puis c'est connecté derrière là-bas à l'abri de l'eau. La base, elle est très simple à mettre en œuvre. Vous avez des piquets de terre à visser dans la terre ici pour la maintenir au sol. Ce que je regrette un peu, c'est que dans les trous d'évacuation d'eau, puisqu'on a des gorges ici, des petites rainures, vous avez des trous d'évacuation d'eau. On en voit un ici. Il y a des herbes qui arrivent à pousser dedans à travers. Donc je vous conseille de mettre un film géotextile, comme j'ai fait sous mon panneau solaire. Vous mettez ça sous votre base, ça évitera qu'il y a des herbes qui poussent à travers. Et puis il y a une chose qui est très pratique, l'hiver, quand vous allez hiverner votre station de base, il n'est pas besoin d'enlever tous les piquets. Vous avez simplement un bouton à appuyer derrière ici pour désolidariser le bloc de charge. Le bouton derrière, c'est celui-là. Vous appuyez sur ce bouton-là pour déverrouiller le bloc de charge. Et ensuite pour le remettre, on le met simplement comme ça et il se clipse tout seul, c'est super pratique. Et puis vous pouvez débrancher également ici si vous le souhaitez. Voici l'antenne RTK, l'antenne GPS elle se trouve au-dessus et en bas c'est l'antenne qui communique avec le robot. Et ce qui est intelligent c'est qu'elle vient se dissimuler dans le tube du support.
Comme ça, c'est très discret. Par contre, je trouve dommage que le câble, on soit obligé de le passer en extérieur, le long du tube. Ça aurait été pas mal de prévoir un cheminement du câble à l'intérieur. Vous avez un voyant sous l'antenne RTK, ici, ce voyant vert. S'il est allumé au vert fixe, c'est que tout va bien. S'il a une autre couleur, clignotant ou autre, eh ben, c'est que vous avez sûrement une mauvaise réception là où vous avez mis votre antenne. Sur le robot, on a 3 boutons. On a un bouton tonte, un bouton retour à la station, un bouton OK, et puis on a le bouton d'arrêt d'urgence ici. Oui, ça fait 4 boutons. Donc là, si je veux le renvoyer à sa base, j'appuie sur le bouton station et le bouton OK. Et là, on va le regarder retourner à sa base. Alors c'est pas un voyant qui est allumé, hein, c'est juste le capot orange qu'on voit ici dans le petit trou, mais il n'y a pas de voyant hein, sur la façade de cette base, le voyant il est sur le dessus. Vous voyez qu'il est très méticuleux pour approcher sa station, il y va par petits pas, et il fait ça tout en douceur. Le chargement commence. Et c'est vraiment pas le cas de tous les autres robots que j'ai testés. Hein. Là, celui-là, il est vraiment précautionneux. Je n'ai jamais eu aucun problème, zéro problème de retour à la station de charge. Il a toujours effectué ça correctement. Et vous voyez que pourtant, il est assez proche du panneau solaire ici, là, une vingtaine de centimètres. À gauche, ici, j'ai un poteau aussi qui est assez proche. L'essentiel, c'est que ce soit dégagé ici devant pour qu'il puisse sortir et partir tondre. Quand on branche le robot, on a une animation de bienvenue. Et il est connecté, il indique 25% de charge, ou 52 d'ailleurs, je me demande si l'afficheur n'est pas plutôt dans l'autre sens, sachant que le bouton OK, ici, il est à l'envers quand vous êtes à l'arrière du robot. Je trouve ça vraiment dommage. Bah oui, c'est inversé, hein, 52% évidemment, parce que le pourcent est à gauche. Je comprends pas que ça ait été fait à l'envers, je crois que c'était le cas aussi sur le i105 que j'avais testé. J'avais déjà fait cette remarque. Bon bah je vais ajouter le robot dans l'application, je fais ajouter un périphérique, série X3. Donc la tondeuse est allumée, donc je clique sous tension, j'autorise évidemment. Le robot a été trouvé tout de suite, je clique dessus, on me demande d'appuyer sur le bouton OK de la tondeuse. Ça je pense que c'est une sécurité anti-vol, hein, pour être sûr que vous êtes bien à côté de l'appareil. Quelques réglages ici à faire. Europe centrale, bon ça c'était bon, France, mise à jour automatique de l'heure. On me demande le code PIN. Là, je dois me connecter au réseau Wi-Fi. Et là, c'est bien, ce robot, il couvre à la fois les 2,4 GHz et les 5 GHz en Wi-Fi. Donc là, mon réseau Wi-Fi qui fait les deux, eh ben, il est parfait. Donc je vais prendre celui-là. Alors, il nous explique comment installer le robot. Mais bon, le truc, c'est que évidemment, je l'ai déjà installé. Donc là, on me demande si j'ai une deuxième antenne hein, pour améliorer le signal sur les grandes zones. Donc j'en ai pas. Je vais faire suivant et je vais dire non. Voilà, on vous explique comment placer l'antenne, à quelle distance, de manière à avoir une meilleure couverture. On vous explique aussi que la station de charge doit être un endroit où vous avez du signal GPS correct, ou en tout cas du signal GNSS. Un GPS, ce n'est qu'une partie de tous les réseaux satellites. Donc bah, l'antenne, hein, je l'ai déjà installée, voilà. On vous explique vraiment tout pas à pas, ça c'est vraiment bien. Évidemment, on a une mise à jour à faire. Pendant la mise à jour, eh bien, on a notre afficheur hein, qui nous indique OTA, hein, On the Air. Il est en train de télécharger la mise à jour. Et puis une fois que la mise à jour est passée, il faut faire la première cartographie. Alors je vais vous montrer comment on crée une cartographie. Donc là j'ai déjà commencé ma carte. On va ajouter cette zone là qui est derrière moi. Donc pour ça je vais cliquer sur le bouton carte. Je fais en ajouter davantage à droite le bouton orange. Une délimitation. Amener la tondeuse au bord de la pelouse. Donc je vais l'emmener sur une limite. Donc là, tout simplement avec la télécommande, je vais faire avancer le robot et on va faire le tour de la limitation. Je vous conseille de laisser à peu près 10 cm sur les bords, mais vous verrez tout à l'heure qu'il va s'ajuster automatiquement quand il fait les bords, on en reparlera. Allez, c'est parti. Alors déjà, je clique sur point de départ atteint, surtout faut pas oublier. Voilà, sinon vous allez tourner pour rien. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Si vous cliquez pas sur point de départ atteint, vous regardez pas l'écran, vous faites le tour, vous revenez, vous avez rien fait. Donc voilà, il faut vraiment faire ça. Allez, j'avance. Donc je contrôle avec la télécommande le pouce gauche, le pouce droit. Là je vais peut-être sortir de l'image mais c'est pas grave, je vais revenir, vous inquiétez pas. Vous voyez que la carte se crée automatiquement. Là il vaut mieux que je ralentisse pour passer ça. Donc là je suis ma limite. Alors là il faut faire vraiment attention, il faut aller doucement. Il faut faire vraiment avec précision. Donc là je me mets à peu près 5 cm parce que j'ai envie qu'il passe vraiment à ras de la bordure. Mais c'est pareil, on en reparlera tout à l'heure. Là, je tourne devant les panneaux solaires. Là, je laisse un bon 10 cm pour les panneaux solaires. Ce serait dommage qu'il monte dessus, mais il est tellement intelligent avec ses caméras que ça n'arrivera jamais. Ici, je fais mon décrochement. Et je vous passe la suite en accéléré parce que sinon, ça va être trop long. Voilà, une fois que je suis revenu à mon point de départ, je clique sur terminer.
Donc là, la nouvelle zone qui a été créée, hein, c'est la zone 6. Et vous voyez que j'ai pu passer en chevauchement d'une zone existante sans qu'il fusionne les deux zones. Ça, c'est vraiment très bien parce que je connais d'autres marques, vous les connaissez peut-être aussi, où c'est pas le cas et c'est compliqué pour faire plusieurs zones. Donc voilà, ma zone 6 est créée. Je fais juste enregistrer la carte. Et vous avez aussi la fonction de cartographie automatique. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a une bonne différence de couleur entre l'herbe et la limite. Donc je peux lancer la cartographie automatique. Donc je m'arrête et j'appuie simplement sur le petit bouton ici. Et là, le robot, il va faire sa cartographie tout seul. Donc on va regarder s'il arrive vraiment à suivre la limite. Et vous voyez qu'il est super précis. Il est beaucoup plus précis que moi lorsque je le fais manuellement. Il contourne parfaitement les panneaux solaires. C'est vraiment super. Là, il a frotté un petit peu sur le coin du panneau. Je ne sais pas si vous avez vu, hein. Mais bon, il faut dire que c'est vraiment très très bas ici, hein. Là, il a frotté sur le coin. Vous voyez que c'est pas tout à fait efficace à 100% la cartographie automatique. Là, il n'avait pas vu le coin non plus. Là, il s'en va par là. Alors, je ne sais pas s'il est capable de cartographier cette zone. C'est un peu petit, je pense, pour lui, mais il y va quand même. On a à peu près 1 mètre ici. Donc là, l'assist mapping s'est arrêté parce qu'il ne trouve plus la limite. Donc là, il faut continuer manuellement la délimitation. Lorsque le robot travaille, il regarde s'il est en train de tondre de la pelouse ou pas. Donc quand il n'y a pas de pelouse, il va essayer d'éviter la zone qui n'a pas de pelouse. C'est le système Vision Fence. Donc là, en l'occurrence, si je veux que le bord de cette pelouse soit tondu correctement, il va être obligé de passer à cheval sur la dalle et la pelouse. Si je ne lui indique pas qu'il peut le faire, eh bien il va rester à la limite de la pelouse. Il va mettre sa roue ici. Donc comme son plateau de coupe est décalé, eh bien il ne va tondre que jusque là. Donc le principe, c'est de déclarer lorsque vous faites votre cartographie, cette zone comme une zone de chevauchement. Pour ça, lors de la cartographie, j'appuie sur ce bouton en limite de chevauchement et là, je vais faire avancer le robot le long de cette limite de chevauchement. Voilà, je chevauche volontairement. Alors, je le fais très mal, mais voilà, je chevauche. Je vous montre qu'on peut effacer aussi, hein, si j'appuie sur le bouton gomme qui se trouve en haut à droite de l'écran, eh bien, il revient en arrière sur ce que je viens de faire. Ça me permet de corriger facilement une erreur sans tout refaire. Donc là, je vais lui faire en cartographie automatique. On va voir s'il est capable de suivre cette limite. Alors non, Assist Mapping n'est pas capable de le faire lorsqu'il s'agit d'une limite de chevauchement. Donc ça, il faut qu'on le fasse en manuel. Donc voilà, je vais descendre en manuel ici, faire ma limite de chevauchement tout simplement. Il faut juste que je roule droit. Alors évidemment, vous le ferez mieux que moi. Vous voyez que j'y suis allé un petit peu à l'arrache pour faire vite sur la vidéo. Et si je voulais créer une zone Vision Fence, c'est une zone en fait où la caméra ne va pas détecter s'il y a de l'herbe ou pas. Donc vous allez pouvoir passer par exemple une allée gravillonnée, une allée en béton, ou même si vous avez des endroits où vous n'avez plus de pelouse, où vous avez de la terre, eh bien le robot pourra se déplacer normalement. Il faut uniquement activer ces zones-là dans ces cas bien précis, parce que comme ça désactive ces caméras, du coup le robot risquerait de se frotter contre les murs lors des limites ou des choses comme ça. Donc je fais ajouter davantage une zone hors limite Vision Fence, et ça on est obligé de le faire directement sur le téléphone, on ne peut pas le faire avec le déplacement du robot. Donc je fais ajouter une zone, vous voyez que j'ai un carré qui arrive ici, et puis donc je peux orienter le carré, enfin le rectangle du coup plutôt, puisque voilà, je peux faire ce que je veux avec mon rectangle, et je peux donc par exemple définir une zone hors Vision Fence ici par exemple. Voilà, et donc dans ce cas-là je ferai terminer, elle s'enregistrerait. Ah du coup elle est restée. Hop, on la supprime. Voilà, vous voyez que c'est vraiment très très simple de créer des cartes. Donc je vous conseille de créer vos zones une par une, hein. Vous n'avez pas besoin de faire l'intégralité du terrain. Faites vos zones une par une et puis ensuite vous pourrez de toute façon modifier les délimitations des zones. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Pour chaque zone que vous avez créée, vous avez la possibilité de modifier plusieurs paramètres. Déjà, vous sélectionnez la zone que vous voulez modifier, vous cliquez sur modifier et on peut choisir d'ajuster la limite. On peut choisir de diviser cette zone en deux. Pour ça, je vais simplement sélectionner la zone que je veux modifier, que je veux séparer. Je fais modifier, je clique sur diviser. Ensuite, je choisis un point de départ. Donc ici, on va prendre ce point-là. Je fais aller au point de départ. Une fois que la tondeuse a atteint son point de départ, je confirme. Et là, je vais séparer ma zone en deux. Donc hop, je traverse ma zone. Je suis pas obligé de traverser droit, hein. Je peux faire des virages. Voilà, je peux la séparer exactement comme je veux. Et voilà, une fois que je suis arrivé au bon endroit, je peux cliquer sur terminer et la zone sera divisée en deux. Bon là, je le fais pas, j'ai pas envie de détruire ma carte actuelle. On peut choisir de fusionner cette zone avec une autre zone. On peut changer la hauteur de coupe sur cette zone. Soit on choisit le paramètre général, ou soit on personnalise la hauteur de tonte uniquement sur cette zone.
On peut changer la direction de tonte. Alors là, on a plusieurs choix de direction. Vous voyez, je peux sélectionner autant de directions que je veux. Ça veut dire qu'à chaque tonte, en fait, le robot suivra une direction différente. Donc moi, je choisis de toujours tondre dans le même sens, hein, dans le sens logique, le sens de la longueur. Mais vous pourrez par exemple choisir peut-être un passage croisé si ça vous intéresse. L'application propose automatiquement un angle optimal, mais il est possible de modifier cet angle optimal en cliquant sur l'échelle à gauche. On peut glisser, voilà, et on peut sélectionner l'angle optimal. Vous voyez que là, j'étais pas sur l'angle optimal. On peut aussi renommer la zone, changer son nom, et choisir de tondre ou pas les bordures. Donc de tondre déjà tout autour de la zone, et de tondre autour des zones interdites, hein, ce qu'ils appellent les parties hors délimitation. Et puis avec le bouton poubelle à droite, on peut choisir aussi de supprimer une zone. Il est possible d'ajouter d'autres types de zones, notamment des passages. Les chemins ou passages, ça permet de relier deux zones entre elles. Si par exemple vous avez une allée en béton entre deux zones de tonte, vous pouvez dessiner un chemin entre ces deux zones de tonte. Et on vous indique que le chemin doit obligatoirement faire 1 mètre de large. Et puis on peut aussi dessiner sur la pelouse. Dans ce cas-là, vous choisissez gribouillis. Et gribouillis, en fait, tout simplement, c'est que vous allez pouvoir dessiner des formes sur votre pelouse. Donc vous allez positionner la forme où vous voulez, vous allez pouvoir dessiner des formes de lapin ou de ce que vous voulez. Et puis on peut même écrire sur la pelouse, on clique sur lettres et chiffres, et là on peut écrire ce qu'on veut sur la pelouse. Et voilà, on peut positionner notre mot exactement où on veut. Alors là par contre, je ne peux pas réduire la taille, je suis à la taille minimum, hein, donc il faut vraiment un grand jardin pour écrire sur la pelouse. Donc là je vais vous montrer comment on crée une zone interdite, hein. C'est très simple, hein, je vous montre quand même. Donc je fais ajouter davantage, une partie hors délimitation, ça s'appelle une zone interdite. Je vais sur mon point de départ, je mets toujours le côté droit du robot du côté de la zone à protéger, du côté de la limite. Je fais point de départ atteint et je fais le tour. Quand j'ai fait le tour, je clique sur terminer, j'enregistre la carte et là je vois bien ma zone interdite au milieu de ma carte. Et si je voulais créer une zone Vision Fence, c'est une zone en fait où la caméra ne va pas détecter s'il y a de l'herbe ou pas. Donc vous allez pouvoir passer par exemple une allée gravillonnée, une allée en béton, ou même si vous avez des endroits où vous n'avez plus de pelouse, où vous avez de la terre, eh bien le robot pourra se déplacer normalement. Il faut uniquement activer ces zones-là dans ces cas bien précis, parce que comme ça désactive ces caméras, et du coup le robot risquerait de se frotter contre les murs lors des limites ou des choses comme ça. Donc je fais ajouter davantage une zone hors limite Vision Fence, et ça on est obligé de le faire directement sur le téléphone, on ne peut pas le faire avec le déplacement du robot. Donc je fais ajouter une zone, vous voyez que j'ai un carré qui arrive ici, et puis donc je peux orienter le carré, enfin le rectangle du coup plutôt, puisque voilà je peux faire ce que je veux avec mon rectangle, et je peux donc par exemple définir une zone hors Vision Fence ici par exemple, voilà, et donc dans ce cas là je ferai terminer, elle s'enregistrerait. Voilà, vous voyez que c'est vraiment très très simple de créer des cartes. Donc je vous conseille de créer vos zones une par une, hein. Vous n'avez pas besoin de faire l'intégralité du terrain. Faites vos zones une par une et puis ensuite vous pourrez de toute façon modifier les délimitations des zones. C'est ce qu'on va faire ici, je vais modifier le long de cette bordure. Pour ça, je rentre dans le mode carte, je clique sur la zone à modifier, je fais modifier, je clique sur ajuster et là je vais cliquer l'endroit du point de départ que je veux modifier. Alors pour moi ça se situe ici, je fais aller au point de départ. Là, comme j'avais déplacé le robot manuellement auparavant, il se repositionne avec sa position GPS exacte. Donc là, il va se positionner sur la limite et il va se mettre dans le bon sens. Vous voyez qu'il s'est mis exactement dans le bon sens pour faire la limite. Alors, il n'est pas tout à fait positionné correctement, donc je peux soit avancer, soit reculer pour affiner sa position. Donc là, j'avance, je recule, mais je ne peux pas faire gauche-droite, hein. On peut juste avancer, reculer. Donc là, voilà, c'est ça sa position de départ. Je confirme le point de départ. Et là, je vais refaire la limite au niveau de la bordure. Je vais la faire un petit peu plus près parce que je l'avais fait un petit peu trop loin. Donc, je vais le faire. Je vais essayer de me rapprocher au maximum. Bravo, j'ai pas fait comme il fallait. C'est assez sensible hein, à la navigation. C'est vraiment super sensible hein, sur ce robot. C'est ce que je reproche un petit peu. C'est qu'au niveau des commandes manuelles, c'est vraiment trop sensible. On a du mal à faire de la précision quand on se déplace. Donc il faut y aller vraiment doucement. Là je passe vraiment à ras de la bordure. Alors, normalement vous devez prendre une marge de 10 cm. Voilà, là ça me convient. Je vais cliquer sur terminer. Et là il me demande de confirmer si c'est ça que je veux exactement. Donc le A, c'est ce que je viens de faire. Le B, c'était avant modification. Donc là on ne voit pas trop sur l'écran si c'est mieux ou pas. Donc j'ai quand même confirmé. J'ajuste pas la direction de tonte, hein, je garde la même direction de tonte et j'enregistre ma carte. Et là, on va regarder tout de suite par rapport à la limite que j'ai définie, à quelle distance il va passer. Là, ce que je cherchais, c'est à tondre au maximum vers les bords.
voyez qu'il prend de la distance par rapport à la végétation. Et là, il a aussi pris de la distance par rapport à la limite que j'avais définie. Vous voyez, il m'a gardé un petit 15 cm là. Donc vous voyez qu'il m'a gardé plus de distance de sécurité que je lui en avais donné lors de la cartographie. C'est pas parce que son positionnement est mauvais, c'est que lui, il garde une marge de sécurité. Il sait qu'il y a une bordure, donc il essaie de ne pas trop s'en approcher. Alors j'ai demandé à Navimo qu'on puisse quand même s'approcher un petit peu plus des limites qu'on a définies. Ça, c'est un réglage évidemment au niveau du firmware. Donc, ils m'ont dit qu'ils allaient regarder ça, donc j'espère qu'ils vont améliorer ce point parce que moi j'aimerais vraiment m'approcher au plus près des limites. En plus, ce robot, il a l'avantage d'avoir un plateau de coupe déporté sur le côté droit, donc il faudrait vraiment profiter de cet avantage pour se rapprocher encore plus du bord. Mais le point positif, c'est que comme le robot prend une marge de sécurité, eh bien on peut lui faire toute confiance. Vous avez vu qu'il a pris une marge de sécurité par rapport aux arbustes qui sont là, alors que j'avais fait la limite vraiment contre les feuilles. Donc ça va protéger vos arbustes. Et c'est grâce à ces caméras qu'il est capable de protéger vos arbustes. La caméra de devant, les caméras sur les côtés, il y en a des deux côtés. Et en plus, il va protéger lui-même sa carrosserie. Moi, j'ai mis des protections vraiment partout. Et honnêtement, c'est vraiment extrêmement rare les fois où il a touché quelque chose. Je crois que les seules fois où il a touché quelque chose, c'est quand moi je faisais la cartographie manuellement et que je me suis un peu loupé. Mais sinon, dans son fonctionnement automatique, il a quasiment jamais rien touché, rien frotté, et ça c'est bien. Mais le revers de la médaille, c'est que voilà, il va pas chercher les limites assez proches. On va regarder maintenant par rapport à la cartographie que je viens de créer, comment il gère les bordures sur cette zone. Alors là, vous voyez qu'il coupe les angles, il a tendance à couper beaucoup les angles, parce qu'en fait, il anticipe sa prochaine trajectoire, et vous voyez qu'il anticipait la ligne contre les panneaux solaires. Donc là, il m'a laissé le petit 15 cm habituel le long du panneau solaire. Ici, vous voyez qu'il ne va pas au fond des coins, il ne fait pas l'angle complet, il anticipe là aussi son prochain virage. Donc là pareil, 15 cm par rapport aux obstacles. Là je l'avais fait passer un petit peu sous la haie. On va voir si il fait pareil que lors de la cartographie. Et bien exactement, voilà, il passe encore un petit peu sous la haie. Mais par contre on a l'impression qu'il se sert de sa caméra pour éviter un petit peu la haie malgré tout. Mais voilà, il va quand même chercher un petit peu sous la haie, là où il peut passer en dessous. Et je pense que ces caméras sont assez intelligentes pour savoir si son écran va passer ou pas, puisqu'il a l'écran sur le dessus, ce serait dommage qu'il se raye. Et là, vous voyez qu'il ne va pas sous la haie parce qu'il sait que l'écran peut frotter. Franchement, il est vraiment intelligent de ce côté-là. Alors ici, j'avais pris large moi-même, puisque à droite, je sais que ça glisse pas mal, les robots se bloquent. Là, j'étais passé à cheval sur les dalles. Il aurait pu passer un petit peu plus à droite. Là, il est un petit peu 5 cm trop à gauche de ce que j'ai fait lors de la cartographie. Voilà, je l'avais fait là, ma cartographie. Peut-être qu'il a un petit peu de mal de se positionner parce qu'il est contre le mur. Ici, ça glisse pas mal. On va voir s'il monte. Voilà, il monte, c'est la pente à 42%. Ici, j'avais pris large, parce que vous voyez que mes robots dérapent toujours ici dans le trou. Donc là, j'étais passé là. Ici, il a pris une petite marge de sécurité par rapport aux fleurs qui sont là. Enfin, c'est du muguet qui a poussé tout seul, là. Et là, j'étais passé beaucoup plus près lors de la cartographie. Là, il garde son 15 cm. Alors cette zone, c'est la plus problématique pour mes robots RTK parce qu'on a un grand mur à gauche, on a une haie à droite, plus la maison du voisin. Bref, ici, très mauvaise réception RTK. Et même en sortie là-bas, puisque on a aussi la haie vraiment qui est très haute. Et puis, c'est entouré un petit peu par les murs quand il est les longs des murs. Donc c'est vraiment la pire zone pour mes robots RTK. D'ailleurs, mes robots RTK, ils me disent toujours « Non, je veux pas y aller, je veux pas y aller !» Ben si, il faut y aller, évidemment. Donc, on va tester avec le Navimo. Et alors, petite particularité de cette zone, vous voyez que j'ai beaucoup de terre partout. On voit pas trop la pelouse. Pareil, ici, on a de la terre, mais je voudrais bien que le robot passe quand même en dessous. Donc, j'ai créé ici ce qu'on appelle une zone hors vision fence. C'est-à-dire que le robot ne se servira pas de sa caméra pour savoir s'il est sur de la pelouse ou pas. Parce que si je fais pas ça, eh bien, il essaie d'éviter un petit peu tout, il se perd, c'est vraiment très compliqué pour lui. Et plus il reste longtemps dans cette zone, et plus il va perdre le signal RTK. Donc quand vous avez des zones comme ça, où vous n'avez pas trop de pelouse et que vous voulez que le robot passe correctement, activez la zone hors vision fence. Et sur la carte, cette zone, elle est matérialisée ici par ce petit rectangle. Je vous montrerai dans l'application en détail tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la zone que je vous ai montrée ici. Et le rectangle ici, ma zone hors vision fence. Et donc on va lancer la tonte de cette zone. Alors, désolé pour le vent, parce que même avec la bonnette anti-vent, c'est galère. Alors ici, j'étais passé un peu sous l'air. On va voir s'il fait pareil. Pour l'instant, c'est bien. Alors j'étais passé un peu plus à droite quand même, malgré tout.
Voilà, j'étais passé là. Vous voyez qu'il est passé au jaune, son cadre sur l'afficheur. Ça veut dire qu'il a perdu un petit peu le signal RTK. Et comme il perd un peu le signal RTK, vous voyez qu'il se met un petit peu plus sous la haie. Il a du mal un petit peu à se positionner. Malgré tout, vous voyez qu'il arrive quand même à suivre la limite. Alors là, il ne colle pas assez la haie parce que je pense qu'il détecte les feuilles qui sont sur sa droite. Donc sa caméra essaie de les éviter, il ne s'approche pas. Et pourtant, j'étais passé beaucoup plus contre la haie. J'ai même frotté les feuilles en faisant la cartographie. Là, il a évité ce petit buisson. C'était plus une mauvaise herbe qu'un buisson, mais bref. Vous voyez qu'il est quand même ultra rapide. Hein. Là, j'étais passé à peu près là. Hein. J'étais pas allé chercher plus près le mur. Par contre, là, je suis allé beaucoup plus près sur le long du mur. Là, je m'étais mis à 5 cm du mur. J'avais mis les roues carrément contre le tuyau gris. Et là, eh ben, il laisse toujours ce fameux écart de 15 cm à sa droite. Alors là, je sais pas pourquoi il est parti un peu à gauche. Il ne devrait pas. C'est bien là que je suis passé. Attention, non, j'avais pas touché moi en passant. J'avais laissé 10 cm. Donc là, étant donné qu'on a une mauvaise réception RTK, c'est pour ça qu'il a un petit peu frotté. Et du coup, il n'a pas dû le voir avec sa caméra, ce truc-là. Donc là, comme ça l'a perturbé, il essaie de reprendre la trajectoire là où il l'avait perdu. Voilà, il a repris sa trajectoire. Bon, là, c'est pareil, il est passé plus près que là où j'avais fait la cartographie. J'étais passé à 20 cm. Mais là, du coup, comme il ne se sert pas de sa caméra, puisque j'ai activé la zone hors vision fence, alors là, par contre, il ne suit pas du tout la limite qui devrait être à droite. Hein. Alors là, c'est mauvais, très mauvais ce qu'il me fait. Alors là, je l'arrête hein, parce qu'il est en train de se rayer complètement sous les arbres. Allez, je refais une tentative, on ne reste pas sur un échec. Voilà, attention, il va sous la haie, et là, vous voyez, ça clignote jaune, hein, il n'a plus de réception ici RTK. L'analyseur de signal satellite nous confirme qu'il n'y a que 3 satellites qui sont vus par le robot dans une position verticale, hein, puisque je suis coincé entre deux murs, et qu'en plus, le signal de ces 3 satellites est faible. Et on voit que sur la carte, vous voyez, il est plus à droite que sa position réelle. Sa position réelle, elle est presque à droite de la ligne verte, qui est la limite, hein, et lui, il se trouve à gauche hein, sur la carte, alors que là, il est vraiment sur la ligne. Et en bleu, hein, c'est la zone vision fence. Hein. Voilà, il est complètement perdu. Alors, je vais l'arrêter, ça sert à rien d'insister. Alors, ce que je vous ai montré là, c'est l'effet Bonaldi. Hein. Ça fait plusieurs jours que je l'utilise. J'étais vraiment super satisfait dans cette zone. Il passait correctement, il suivait plus ou moins correctement les limites, bien qu'on ait une très mauvaise réception RTK. Là, je ne sais pas pourquoi, il s'est complètement décalé. Il est parti sous les buissons. Je suis vraiment déçu pour le coup, parce que ça fait plusieurs jours que je le fais tourner. Il fonctionnait très bien sur cette zone. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Peut-être que l'heure de la journée est différente du moment où je le fais passer habituellement. Les satellites sont peut-être positionnés différemment. En tout cas, voilà, c'est vraiment incompréhensible là pour le coup ici. Mais c'est lié aussi au fait que j'ai désactivé le Vision Fence. Hein. Comme j'ai désactivé le Vision Fence, il va forcément plus s'approcher des limites. Et comme il n'active pas ses caméras, et bien du coup, il n'évite pas les obstacles. Donc là, je suis vraiment dans le pire cas possible. Hein. Mauvaise réception GPS et pas de pelouse. Si j'avais de la pelouse, j'avais pas besoin de désactiver le Vision Fence. Et de ce fait-là, ça aurait beaucoup mieux fonctionné. Quelques jours plus tard, quand le soleil est revenu, ça m'a tellement énervé de ne pas pouvoir vous montrer ça correctement. Je vous montre un passage parfait donc du X330, un jour où il faisait beau autour de midi. J'ai une navigation parfaite maintenant dans cette zone. Vous voyez donc que c'est possible et que ça dépend vraiment des heures de tonte. Et puis ce que j'ai fait juste derrière, c'est que j'ai renvoyé un autre robot RTK qui lui fonctionnait parfaitement aussi sur cette zone. Et bien aujourd'hui à cette heure-là, alors que le Navimo fonctionne lui parfaitement, et bien l'autre robot RTK lui ne fonctionnait pas du tout et c'était même encore pire qu'avant. Donc je pense qu'il y a vraiment une interaction entre le moment où on fait la cartographie et le moment où on va tondre. Il faut peut-être s'organiser pour tondre à la même heure qu'on a fait la cartographie initiale et donc de programmer le robot dans ce sens-là. Je vais essayer de faire ça et puis je vous ferai une petite vidéo short si j'arrive à identifier ce point. Allez, la batterie est à 100%, il fait pas très beau mais on va quand même lancer une tonte. La tonte commence. Donc là pour la tonte, il commence par faire les bordures en premier. Donc je vais vérifier qu'il est bien passé là où j'ai fait la délimitation lors de la cartographie. Pour l'instant c'est bon, c'est ce que je lui ai demandé. Ici je l'avais mis à peu près à 10 cm du bord. On y est, il arrive à suivre. Pourtant j'ai la haie qui se trouve sur le côté droit.
Alors c'est pas cet endroit-là qui est le plus problématique avec mes robots RTK, c'est plutôt ce qui arrive maintenant, c'est cette fameuse haie ici tout le long, une haie de 30 mètres. Là je lui ai demandé, je lui ai pas demandé de passer sous la haie parce que je voulais pas rayer l'écran, donc je l'ai mis à l'aplomb de la haie. Bah, il suit parfaitement, bah, franchement on est pas mal, il va super vite en plus, il va super vite. Pour l'instant il a fait ce que je lui ai demandé. Là c'est pareil, hein, j'étais pas passé sous la haie, je l'avais mis à cet endroit-là, ça roule pas droit, c'est normal, c'est moi qui ai mal fait la cartographie. Et ben franchement pour l'instant je suis franchement bluffé parce que sous les haies c'est toujours là où il y a des problèmes avec mes robots RTK et là pour le coup ça va pas mal. Là il aurait dû passer à droite du poteau, il a contourné le poteau d'éclairage mais il aurait pu passer entre le mur et le poteau. Alors ici c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris une grosse marge aussi, je voulais pas qu'il frotte contre la véranda. Au niveau des panneaux solaires j'avais pris 20 cm de distance, là il est peut-être passé un petit peu trop près. Voilà, ben, là il a fait exactement pareil que lors de la cartographie. Et voilà, on a terminé le tour périmétrique. Est-ce qu'il va commencer tout de suite la tonte ou est-ce qu'il va aller faire le tour périmétrique de mes zones interdites? J'en ai une ici et une autre ici. Il commence la tonte. Ah non, il fait un deuxième tour périmétrique. Donc il le fait peut-être en décalé par rapport au premier. On va aller voir ça tout de suite. Donc, il n'a pas commencé à tondre du tout comme je le pensais. Voilà, il fait son deuxième tour périmétrique. Alors je ne savais pas qu'il y avait 2 tours sur ce robot, donc voilà, donc il fait 2 tours. Donc il est sûrement peut-être un petit peu plus décalé à gauche que tout à l'heure, là j'ai pas l'impression, mais bon. Alors là, est-ce qu'il va faire pareil? Est-ce qu'il va passer derrière le poteau ou devant? Ici la voie. Après cet extrait, j'ai refait la cartographie et il est bien passé entre le mur et le poteau. Peut-être que ma première cartographie a été mal réalisée à ce niveau-là. Donc pas de souci, il passe bien entre le mur et le poteau d'éclairage après avoir refait la cartographie. Donc effectivement, il passe plus loin au deuxième tour, hein, on le voit bien ici le long de la véranda. On voit bien qu'il est passé plus loin aussi ici. Ok, donc là c'est la fin du deuxième tour. Je ne sais pas comment il va en faire des tours. Est-ce qu'il en fait un troisième ou est-ce qu'il va commencer à tondre? Alors là je pense qu'il est parti faire le tour des zones interdites. Donc là effectivement il fait le tour des zones interdites. C'est ce que je lui ai demandé, hein. C'est configurable dans l'application, on peut choisir de faire le tour ou pas des zones interdites. Moi je lui ai demandé de le faire. Au niveau positionnement, hein, on est bien, on est vraiment, alors je sais pas si c'est au centimètre près, mais à 5 cm près, il est vraiment là où j'ai décidé de faire mes limites. Donc là je suis plutôt satisfait de son comportement au niveau de la localisation. Ah, il est silencieux, hein. Il est vraiment silencieux. Je crois que c'est même le plus silencieux que j'ai eu. Bon bah voilà, rien à dire, hein. Il a fait le tour correctement ici. Je vais aller poser l'appareil photo et puis on va le filmer en train de travailler. Alors avant de filmer, je vais vous montrer l'environnement. Donc voilà, c'est toute cette zone-là qu'il a à tondre, hein, à peu près 100 mètres carrés. Et sa base se trouve ici avec l'antenne RTK qui se trouve ici. Et puis au niveau dégagement du ciel, l'antenne RTK, j'aurais pu mieux la positionner. Elle est peut-être un peu basse par rapport au toit de la maison. Elle est un petit peu gênée par la tôle de la pergola, gênée aussi par la maison derrière. Mais tout le reste est bien dégagé. Sur l'application, eh bien, on voit, hein, son trajet, on voit les traces vertes de là où il est passé. Et là, en l'occurrence, on voit bien son tour périmétrique et on voit les traces vertes qu'il a fait pour aller d'un point à un autre. C'est marrant. Mais bon, voilà, il a tondu quand même, hein, en se déplaçant. Donc là, bah, il a commencé à tondre, hein. Je vais vous passer la suite en accéléré. Même si cette zone a été tondue, hein, il y a 3-4 jours par un autre robot, on voit bien la différence, à droite tondue, à gauche pas encore tondue. Et on voit bien évidemment ces lignes parallèles sur le sol. Je n'ai pas déclaré ces poteaux d'éclairage comme un obstacle et pourtant le robot les évite. Et voilà, il a terminé sa tonte, il rejoint sa station de charge. Et alors là, ce qu'on constate, c'est qu'il m'a tondu 179 mètres carrés en un petit peu plus d'une heure ou quasiment une heure. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'il me reste 69% de batterie. Il a utilisé seulement 30% de batterie pour faire presque 180 mètres carrés. Alors ça, c'est vraiment impressionnant. J'ai pas en tête la capacité exacte de la batterie, mais là, en tout cas, pour moi, c'est un très très bon résultat au niveau autonomie de batterie. Je vais vous montrer maintenant quelques images que j'ai tournées pendant cette séance de tonte. Et notamment ici, on voit son plateau de coupe qui est vraiment à ras du sol, à 3 cm du sol. On le voit bien ici sous le robot. Et comme son disque de coupe est décalé vraiment sur la droite, il est bien protégé, hein, au cas où quelqu'un viendrait mettre la main ou le pied à cet endroit-là.
Alors on va regarder maintenant le résultat de sa tonte, et moi ça m'a l'air parfait. Il est passé vraiment partout, il a bien évité cette zone interdite ici, cette zone interdite c'est du gazon que j'ai semé récemment, il a bien évité la zone interdite là-bas également, il n'a loupé aucune parallèle. La seule chose que je constate c'est que sur certains endroits ponctuels, il me reste des pissenlits comme celui-ci, ici, ce pissenlit encore debout. Je vais vous dire tout de suite pourquoi, et il y en a d'autres, c'est pas le seul. J'ai d'autres tiges de pissenlit qui ne sont pas coupées. Celle-là aussi. Voilà, il y a quelques endroits où j'ai des tiges de pissenlit pas coupées. Alors vous allez me dire, des pissenlits, normalement, on n'en a pas dans un gazon. Effectivement, vous avez raison. Sinon, la tonte, elle est parfaite. J'ai rien à dire. On voit bien les lignes parallèles ici de ces passages. Alors oui, j'ai pas un gazon de terrain de golf. Il faudra faire avec. Bon, on sait que de toute façon, le système de coupe à lame de cutter, c'est super efficace. De ce côté-là, c'est pas réellement ce que je suis en train de tester. Ce que je teste surtout, c'est la navigation. La capacité à passer réellement partout. Et là, je vais vous montrer pourquoi il a laissé des tiges de pissenlit. Et voilà pourquoi il a laissé des tiges de pissenlit, c'est à cause de ce plateau de coupe anti-bourrage, anti-blocage. Les lames sont entre deux plateaux. On voit bien les lames entre les deux plateaux et voyez qu'elles sont toutes mobiles. Il n'y en a pas une seule qui s'est bloquée, contrairement aux autres systèmes de robots tondeuses où on met les lames soit avec des vis, soit avec des attaches rapides, mais où les lames sont fixées sur le plateau de coupe, en tout cas en dessous du plateau de coupe. Ici, elles sont entre ces deux plateaux et donc du coup, eh bien, elles ne se bloquent pas. Et ça, c'est le gros avantage. Par contre, le petit inconvénient, il faudra faire avec, c'est que quand vous avez une tige de pissenlit, eh bien, quand la tige de pissenlit arrive contre le plateau, elle vient se coucher et du coup, la lame, elle est plus capable de la couper. Regardez ce qui se passe. Voilà, elle se met en appui sur le plateau et la lame passe à côté. Ça arrive rarement, mais ça arrive. J'avais déjà constaté ça sur un robot d'une autre marque l'année dernière et j'avais déjà soulevé le problème. Par contre, l'année dernière, j'ai eu beaucoup plus de soucis avec l'autre marque. Avec celle-ci, j'ai quand même beaucoup moins de pissenlits qui restent debout. La plupart sont quand même sectionnés. Mais bon, voilà, l'avantage ici de ce plateau de coupe, c'est réellement ça. Mes lames, elles sont toutes mobiles. Elles ne sont pas bloquées, pas du tout. Aucune n'est bloquée. Et ça, c'est bien. Et vous l'avez vu, au niveau navigation, j'ai rien à dire, il a fait ce que je voulais. Il ne s'est pas bloqué sous les haies, comme certaines marques qui venaient se glisser sous les haies et puis qui ne captaient plus rien et puis qui s'arrêtaient. Là, il s'est vraiment bien débrouillé. Alors, on va pousser le test plus loin. On va tester aussi l'autonomie de la batterie, puisque là, je suis à 70%. Eh bien, je vais continuer à tondre. Je ne vais pas le faire recharger. Je vais continuer à tondre et on va voir ce qui lui reste à la fin. Et après ces 3 zones de test, j'ai été obligé de le relancer, de le refaire tondre, parce qu'il avait déjà tondu toute ma pelouse, mais il restait encore de la batterie. Et donc au total, j'ai pu tondre 439 mètres carrés avant qu'il tombe en panne de batterie à 15%. Il retourne se charger. Ce n'est pas configurable dans l'application, c'est 15%. Et voilà, 439 mètres carrés en une charge de batterie, c'est énorme. Et voilà, c'est le moment de tester ce X330 dans les pentes, même s'il n'a que 2 roues motrices et que ce n'est pas l'idéal. Ici, on a une pente à 35%. Qu'il a monté parfaitement sans broncher. Le revoici qui revient en descente. On va voir s'il arrive à contrôler sa direction. On voit qu'il dévie un petit peu et c'est normal. Et voilà, il continue sans problème. Il attaque cette pente à 42%. Alors à cet endroit-là, on n'a pas réellement 42%. Voilà, il monte correctement puisque les roues motrices sont à l'arrière. Si vous entendez des petits clapotis, c'est simplement des gouttes de pluie qui tombent sur le parapluie qui est au-dessus de la caméra. Là, c'est l'endroit le plus compliqué, 42% en descente. On a vu qu'il a bloqué un petit peu ses roues. Aucun robot de roues motrices n'arrive à gérer cet endroit correctement. On va voir ce que son traction contrôle lui permet de faire. Et là, il n'a pas essayé de revenir en arrière. Il a vu qu'il a perdu le contrôle, mais il se remet dans le bon sens. Le bruit que vous entendez, c'est la pluie, il commence à pleuvoir. Là, comme il dérape un petit peu, il essaie de chercher le meilleur endroit où il peut passer pour monter la pente. Donc c'est mouillé, donc ça glisse. Et on voit qu'il n'insiste pas, il gère très bien la traction. Ça, c'est ce que j'adore sur ce robot. Il devrait faire demi-tour avant la pente, puisqu'il arrive au bout de la limite. C'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il va déraper? Est-ce qu'il va y arriver? On a vu que sa roue droite a dérapé un petit peu lorsqu'il a fait demi-tour. Voilà, encore une fois, voilà, très bonne gestion de la traction des roues. Et donc pour moi, c'est validé pour les pentes. C'est le meilleur robot pour moi à l'heure actuelle de roues motrices qui permet de gérer mes pentes de 42% à gauche ici et 35% à droite. En tournant une séquence de suivi des bordures, j'ai pu voir le TCS en action. C'est le Traction Control System de Navimo. Je vous montre ça tout de suite. Ah voilà, c'est mieux, rapproche-toi. Oh, par contre là, tu es allé trop à droite. Alors, est-ce que tu vas réussir à t'en sortir? Tiens, c'est un bon test ça. Parce que là, tu es vraiment en pente à droite. Voilà, tu as ta roue à gauche qui patine. Très bonne gestion du TCS, du Traction Control.
Il ne vient pas patiner de trop pour éviter d'arracher la pelouse ici. Alors là, c'est la pire position. Quand mes robots sont dans cet état-là, jamais ils ne s'en sortent. Alors on va voir si lui, il y arrive. Vous voyez, grosse pente à droite. Hein. Très très grosse pente, il est coincé contre la barrière. Il aurait dû passer à 20 cm. C'est normal qu'il prenne du temps, c'est son TCS, hein, c'est son traction contrôle. Et là, on voit que c'est quand même vraiment efficace. C'est limite bluffant. Franchement, je pensais qu'il resterait bloqué. Alors là il m'impressionne. Il m'épate et voilà, il va s'en sortir forcément. Les roues motrices sont à l'arrière. Il s'arrête encore, hein, puisqu'il voit qu'il dérape. Vous voyez, ça c'est le traction control qui est parfaitement géré par Navimo. J'avais déjà constaté ça sur le 805. Le traction control, c'est vraiment bien. Hein. Vous voyez, ça patine encore, mais il y arrive. Et il n'a pas arraché la pelouse, hein. Il patine juste un petit peu, il ne fait pas 3 tours de roue au même endroit. Alors maintenant, est-ce qu'il va reprendre la bonne trajectoire, hein? C'est ça aussi, parce que s'il se remet tout le temps au même endroit... Voilà, là il a repris la limite normale, voilà, c'est là que j'étais passé. Allez, maintenant on va tester la tonte manuelle avec le soleil dans les yeux. Et puis je me suis mis aux couleurs de Navimo pour ce test. Alors je vais déjà régler la hauteur de coupe. Bon, ici je suis à 40, bon ça va aller. Je vais aller tondre ce petit carré ici, puisqu'il ne peut pas tondre autour de la plaque d'égout, puisque j'ai un deuxième regard au fond, donc il ne peut pas passer dessus. Allez, 40 mm. Il faut activer le plateau de coupe à gauche, donc il faut maintenir avec le doigt de la main gauche, en même temps qu'on se déplace sur le joystick ici de la main droite. Vous voyez, il est là le joystick. Donc là, il faut y aller avec précision, sachant que je suis gaucher et que le joystick est à droite, ben, c'est pas facile pour moi. Hop, ça c'est bon. Alors son plateau de coupe il est excentré à droite. Donc là pour le coup, comme je suis en train de faire le bord droit, ça va bien. J'essaie d'aller au plus proche. Voilà. Vous voyez déjà qu'on a fait du bon travail. Et je repasse un petit peu plus loin. Vous voyez que même avec des herbes très hautes, hein, il se débrouille vraiment bien. Là je peux aller plus au fond parce que mon regard, voilà, il est juste à droite. Ah, bah là j'ai tourné dans le mauvais sens, hop. Et puis pour aller faire l'autre côté, on va faire une marche arrière. Alors ça va pas être évident la marche arrière. Donc je vais me mettre à l'envers. Vous voyez qu'il est vraiment silencieux en plus, hein, on l'entend pas du tout. Pourtant les herbes étaient vraiment très très hautes. Et ça c'est impressionnant parce que normalement on entend vraiment le bruit de la coupe. Et là on entend quasiment rien. C'est vraiment génial. Donc voilà, la tonte manuelle c'est parfait. Quand vous avez des endroits inaccessibles, ça vous évite de sortir le rotofil pour faire juste une petite zone. Allez, on teste la détection d'obstacles. Déjà quelqu'un qui lui passerait devant, ça ferait quoi? Ça ferait que il s'arrête, hein, il fait demi-tour. Ça c'est plutôt rassurant. Ce qui est moins rassurant par contre, hein, c'est la façon dont j'ai cadré cette séquence. Et si vous faites une petite sieste dans votre pelouse, est-ce qu'il vous roule dessus ou est-ce qu'il vous roule pas dessus? Ouais, c'est bien. Et un ballon. Vous voyez, il s'arrête même pour les objets en mouvement. Le ballon, on sait qu'il va l'éviter évidemment, mais là je vais le piéger sur sa caméra latérale. Il m'a vu sur le côté, vous voyez qu'il a arrêté son demi-tour. Pareil ici. Il ne fait pas demi-tour sur moi, ça c'est vraiment génial. On va corser la difficulté avec un petit ballon en mouvement. Il s'est là aussi arrêté. Petit ballon de 10 cm en statique, normalement ça devrait être bon. Il est légèrement sur le côté. Voilà, parfait, il s'arrête. Et ce pauvre petit hérisson qui n'est pas retourné se coucher, voilà, il est détecté aussi. Allez, le tuyau d'arrosage, il est en contre-jour en plus, il a le soleil face à lui. Et voilà, sa caméra a bien évité le tuyau. Je ne sais pas trop comment le prendre en défaut ce robot, on va y arriver, je pense qu'on va y arriver, je ne sais pas comment, mais il va falloir. Hein. Là, j'ai mis une petite boîte à fourmis qui est quasiment en face de lui. Non, alors ça c'est pas détecté. Je vais lui mettre un petit peu plus haut comme ça, un petit peu en diagonale. Oula, il s'est arrêté peut-être un petit peu tard. Voilà, donc on trouve la limite, hein, évidemment, quand on met des petits objets comme ça. Pas trop non plus s'attendre à des miracles. Alors, le mobilier de jardin, bon, ça, je pense que ça va aller, il n'y a pas de raison. Bon, évidemment, c'est parfait. Bon, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais on peut dire que c'est validé pour la détection d'obstacles du Navimo X330.
Le Navimo X3 est équipé d'un grand phare LED qui lui permet vraiment de voir correctement la nuit. Donc j'ai voulu tester la détection d'objets la nuit, ce sera une première, on va regarder ça tout de suite. Et on commence avec le tuyau d'arrosage que j'ai mis sur le côté. Il l'a bien vu, il s'arrête et évidemment il va faire demi-tour. Et c'est pareil évidemment pour le petit ballon qui est parfaitement évité lui aussi. Alors j'avais pas de hérisson à lui mettre sous la dent et en même temps je voulais pas sacrifier un hérisson. Il faudra peut-être que j'essaye d'acheter un faux hérisson pour les prochains tests. Après plusieurs jours d'utilisation, le robot n'est finalement pas très sale. Évidemment, il y a de la pelouse un petit peu coupée qui est venue se coller un petit peu partout. Je le rince jamais, je rince jamais mes robots. Simplement, je mets un coup de brosse quand il faut. Là, il n'y a pas trop d'endroits où la pelouse vient se coincer. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose à nettoyer. Le disque de coupe, ça c'est génial. Les lames ne se bloquent jamais et ça, c'est super à ce niveau-là. Vous voyez qu'il est marqué IP66, donc évidemment, il est prévu pour être dehors, donc pas de souci. Vous pouvez le rincer au jet d'eau, par contre, pas de jet haute pression, évidemment. Et derrière ce capot avec toutes les vis, on a accès à la batterie pour le remplacement de la batterie. Actuellement, le robot est sur sa base en train de charger et il a 76% de batterie. Je l'ai branché sur une prise connectée, ce qui me permet de voir sa consommation. Current Power 190 watts et parfois il avoisine les 200 watts de charge. Il y a une charge vraiment ultra rapide sur ce robot. Et cette puissance de charge lui permet de charger très rapidement. Je vous mets ici les temps de charge entre les différents modèles. Vous avez également les différentes vitesses de tonte et puis le temps de tonte à pleine charge. Et lorsque le robot est totalement chargé et qu'il est sur sa station, la consommation électrique est de 19 watts pour alimenter à la fois la station et l'antenne RTK. Je vous montre maintenant tout ce qu'on peut faire avec l'application Navimo. Ici, on est sur l'écran d'accueil. Vous voyez votre cartographie que vous pouvez déplacer, zoomer. Et si vous avez perdu votre carte, vous cliquez sur le bouton carré avec les deux flèches ici pour recentrer la carte. Juste au-dessus de ce bouton, on a la commande manuelle, le joystick qui permet de faire une tonte manuelle. Et juste au-dessus où c'est marqué 316 mètres carrés, ça, c'est l'accès à la cartographie. Je vous ai déjà montré ça tout à l'heure. Vers le bas de l'écran, c'est marqué à la station de chargement, ça veut dire que le robot est sur sa base. Je vois des indicateurs de niveau de signal, je vois 3 barrettes sur 4 pour la réception 4G. J'ai choisi ici une connexion 4G, vous pouvez choisir aussi la connexion Wi-Fi évidemment, et dans ce cas-là, vous aurez le symbole Wi-Fi à cet endroit. On voit que je suis connecté en Bluetooth puisque le symbole Bluetooth est écrit en noir. On voit que j'ai 100% de batterie. Un peu plus à droite, on a le verrouillage enfant qui permet de verrouiller les boutons de la tondeuse. En dessous, on voit que cette semaine, j'ai tondu 0 mètre carré. Bah oui, on est lundi, donc j'ai encore pas tondu et en plus il pleut. La prochaine tonte programmée est prévue pour dimanche à 11h. Je vous montrerai tout à l'heure où sont les programmations. Et si je veux démarrer une tonte manuellement tout de suite, je clique sur Mao Nao. Alors je comprends pas pourquoi ce mot-là n'est pas traduit, c'était le cas aussi l'année dernière sur le 805. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir les zones que je veux tondre. Et si j'avais déjà commencé une tonte et que je veux recommencer au début, il faut cliquer la petite case en bas à gauche ici. Et quand j'ai fait mes choix, je clique sur commencer et à ce moment-là, le robot va commencer à tondre. On va aller voir dans les menus, c'est le bouton tout à gauche avec les petits traits. Alors, on a les paramètres de la tondeuse et les paramètres de l'application. Bon, dans l'application, vous avez votre compte, vous avez votre mot de passe, donc votre login. Dans langue, évidemment, on choisit la langue du robot et de l'application. Unité métrique, ça, évidemment, si vous voulez vous mettre en impérial, c'est vous qui voyez. Ensuite, on a de l'aide, ici, pour les différents modèles. Dans à propos, on retrouve des informations sur Segway, les accords d'utilisation et la politique de confidentialité. Et puis se déconnecter, c'est pour se déconnecter de l'application. On va aller voir dans tondeuse, c'est là que c'est le plus intéressant. On a déjà les paramètres de tonte, donc les horaires prévus, ça c'est les programmations. Vous avez vu que j'ai programmé tous les dimanches à 11h et j'avais décidé de faire toutes les zones, mais je peux choisir aussi une ou plusieurs zones. Et je peux activer ou pas la fonction de programmation ici en haut. Dans mode de service, ici on a le réglage de la vitesse de tonte. Donc le mode efficace, c'est la vitesse la plus rapide. La tonte standard, c'est la vitesse moyenne. Et la tonte silencieuse, et bien là, le robot réduit encore son bruit. Mais alors, vous allez voir, il est tellement silencieux que c'est vraiment pas la peine d'utiliser ce mode-là. Déjà, on l'entend pas dans le mode de tonte efficace, le mode de tonte le plus rapide. Je vous conseille vraiment d'utiliser ce mode. Il est super rapide et super silencieux. La hauteur de coupe générale, ici, on peut la choisir entre 20 mm et 70 mm. Vous pouvez personnaliser aussi dans chaque zone la hauteur de coupe de chaque zone si vous le souhaitez. Ici, la tonte de nuit, on peut l'activer ou pas. Gestion de la carte, c'est pareil que le bouton carte qu'on a sur la page d'accueil. Dans les rapports de tonte, et bien là, on va retrouver des historiques de tonte. Donc on voit que j'ai tondu 2300 mètres carrés et le robot a mis 11h30 pour tondre ces 2300 mètres carrés. Donc on a des rapports par jour, par semaine et par mois. Voilà, on a des historiques. Par contre, on ne voit pas les différentes cartes des zones tondues à chaque tâche. C'est un petit peu dommage. Ensuite, dans les fonctions avancées, on a le FLS 3.0. Ça, c'est le système de localisation du robot.
Donc le positionnement assisté par caméra, je vous conseille vraiment de l'activer, hein. Ça améliore sa précision quand il y a un mauvais signal GPS, et puis ça évite aussi au robot de se cogner dans les obstacles. Ici dans double antenne, on peut rajouter une deuxième antenne RTK si vous avez un très très grand terrain. Bon là moi j'en ai qu'une évidemment. Ensuite dans Vision Fence, là on peut activer ou pas la détection des obstacles dans les passages, c'est-à-dire dans les chemins entre les zones. Et puis on a un mode respectueux des animaux qu'on va pouvoir activer ici. Le robot utilise son intelligence artificielle pour éviter les animaux et notamment les hérissons, même s'il est vraiment déconseillé de tondre la nuit. L'adaptation aux conditions météorologiques. Sur ce robot, on n'a pas de détecteur de pluie, hein, comme j'ai pu le lire ou le voir un petit peu partout dans différents tests. Il n'y a pas réellement de détecteur physique, de capteur sur le robot. Il va utiliser une connexion Internet pour aller récupérer des informations météo. Et donc vous allez pouvoir activer l'option pluie, c'est-à-dire que quand il pleut, le robot ne sortira pas. On peut régler la sensibilité, pluie fine, bruine, etc. On peut retarder la tâche de tonte, si jamais il a plu, pour laisser le temps à la pelouse de sécher, et régler le temps d'attente ici, le temps de séchage de la pelouse. On a le même paramètre pour la neige, on a aussi un paramètre temps chaud, un paramètre pour le gel, et un paramètre aussi pour le vent fort. Alors, je vois pas en quoi le vent pourrait gêner le fonctionnement de la tondeuse, sauf si vous craignez qu'un arbre ou qu'un objet puisse tomber sur la tondeuse si vraiment il y a du vent. Le système de contrôle de traction, ça c'est le TCS, c'est l'anti-patinage du robot. Vraiment, je vous conseille de l'activer pour éviter que votre robot laboure la pelouse avec ses roues arrière lorsqu'il est coincé ou alors lorsqu'il dérape. Maison intelligente, là ici on va régler les commandes vocales pour Amazon et Google Assistant. Les fonctions de protection, on a l'antivol ici, l'alarme de levage qu'on active ou pas. On a aussi une alarme de géobarrière. Cette alarme de levage ne fonctionne que si vous n'êtes pas connecté en Bluetooth. Et ça c'est bien, parce que si vous êtes connecté en Bluetooth sur le téléphone, parce que vous avez besoin de faire une opération, par exemple d'aller soulever le robot pour le déplacer, vous êtes tranquille, ça va pas vous déclencher l'alarme. L'application sait que c'est vous qui êtes connecté, donc que c'est vous qui êtes à côté. L'alarme de géobarrière, ça permet d'avoir une alarme lorsque votre robot quitte la zone. Si par exemple quelqu'un vous embarque votre robot, vous aurez une alerte, donc que vous pouvez régler à 20, 30 mètres, 50 mètres, etc. Et ici on voit le positionnement précis du robot. Bon là je vous le montre pas, mais on voit précisément au mètre près où se trouve le robot. Trouver ma tondeuse, ça c'est pareil, ça vous montre précisément où est le robot et vous avez l'adresse qui est inscrite en bas de l'écran. Et vous pouvez même déclencher l'alarme sonore. Le verrouillage de l'appareil, on peut choisir le verrouillage enfant, le verrouillage de sécurité. Alors ça permet d'intervenir en toute sécurité sur la tondeuse. Vous appuyez sur le bouton Mo et le bouton Home pendant 3 secondes et ça active un verrouillage. Quand le robot est verrouillé, il est inutilisable, que ce soit avec l'application ou les boutons du robot. Comme ça, vous pouvez changer les lames en toute sécurité. Dans Maintenance et outils, on a un historique d'utilisation des lames, des pièces, etc. On a un analyseur de signal satellite. Ça, c'est vraiment pratique. Ça va vous permettre de savoir si vous avez une bonne couverture RTK dans votre jardin ou en tout cas dans certaines zones. Vous allez amener le robot à une zone bien précise. Vous allez cliquer sur Analyser. Et à ce moment-là, on voit tous les satellites reçus par la tondeuse et l'antenne qui sont en bleu et les satellites uniquement reçus par l'antenne RTK qui sont en jaune. Donc là, on voit que le bleu et le jaune sont à peu près égales. Le robot est sur sa base à côté de l'antenne. Et on voit le nombre de satellites en bas et la qualité de réception. Dans autres informations utiles, on a des explications sur les angles de position des satellites. Heure de verrouillage, ça c'est le temps de fixe. Ça ne devrait pas s'appeler comme ça. Bref, c'est un temps de verrouillage. On peut l'analyser, donc je clique sur Analyser. Et ça calcule le temps qu'il faut au robot pour récupérer sa position GPS précise. Donc là, je suis dans le bleu, je suis sur rapide, tout va bien. Le localisateur d'antenne, ça vous sert à positionner correctement votre antenne RTK lors de l'installation du robot. Donc vous allez déplacer votre tondeuse partout sur votre terrain et puis automatiquement, le robot va mesurer la qualité de réception du signal. Et une fois que ce sera fait, l'application vous indiquera l'endroit idéal pour positionner votre antenne RTK. Bon, personnellement, moi je ne m'en suis pas servi et en général, on s'en sert pas vraiment, sauf vraiment si on a des gros problèmes pour positionner son antenne RTK. Relocaliser la station de chargement. Si vous déplacez que la base, vous cliquez sur « Je n'ai déplacé que la station de chargement ». Et si vous avez déplacé que l'antenne ou la base et l'antenne, vous cliquez sur l'autre menu et vous suivez les instructions. Dans la boîte à outils, on a juste un menu pour la réduction des interférences si nécessaire. Dans mes appareils, dans réseau, on a les différentes connexions. On voit que mon abonnement 4G se termine en avril 2027. Vous avez un certain nombre d'années gratuites d'abonnement en fonction du modèle de robot que vous allez acheter, le 315, le 330, etc. Vous pouvez choisir le type de connexion, soit une sélection automatique entre le Wi-Fi et la 4G, ou soit la 4G uniquement, ou soit le Wi-Fi uniquement. Moi, comme j'ai pas du Wi-Fi partout dans mon terrain, j'ai choisi la 4G uniquement. Version du micro-logiciel, évidemment, on a les versions de la tondeuse.
Dans son et lumière, eh bien, on n'a que son, on n'a pas lumière, alors peut-être que ça viendra plus tard. On peut activer ou pas les effets sonores et choisir la voix du robot. Dans Information sur l'appareil, on peut changer le nom du robot. Dans Information, on a le numéro de série, fuseau horaire, etc. Et dans Programme d'expérience utilisateur, vous pouvez choisir d'envoyer des données de diagnostic chez Navimo en fonction de l'utilisation de votre produit. Dans Gestion de l'appareil, vous allez pouvoir partager votre application avec quelqu'un d'autre ou ajouter un autre robot, par exemple. Et puis également dissocier un robot existant. Tout en haut à droite, le casque, c'est pour accéder au support. Vous avez différents tutos, différents manuels. Vous pouvez contacter le support également ici. Et puis, tout en haut à droite, là où c'est marqué 15 en rouge, eh bien, on a toutes les notifications qui arrivent ici. Donc, les messages importants, les statuts de fonctionnement, que ce soit pour l'appareil ou pour le système. Ici, on a une enquête de satisfaction, par exemple. Voilà, on a fait tout le tour de l'application. Il y a des choses qui sont intuitives, d'autres un petit peu moins. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous le souhaitez. Ce robot, c'est du très haut de gamme. Comme vous l'avez vu, il existe en plusieurs versions de 1500 à 10 000 mètres carrés. Il s'adresse donc à ceux qui ont des très grands terrains. Je vous mets en description un lien pour trouver le revendeur le plus proche parce que cette série X3 n'est pas vendue en ligne. Comme promis, je vais vous donner maintenant mon avis sur ce X330. On va commencer par les points négatifs. Alors déjà, on va commencer par les détails. C'est que quand le robot est sur sa base, en général on met la base proche d'un mur, et bien quand vous êtes à l'arrière du robot, vous voyez l'écran à l'envers et vous voyez également les boutons à l'envers. J'avais fait la même remarque sur le i105. Voilà, c'est pareil, donc moi ça m'embête un petit peu. Bon, c'est pas spécialement dérangeant puisqu'on fait quasiment tout avec l'application. Cette application qui est déjà très complète, mais je pense qu'elle pourrait être étoffée un petit peu pour qu'on puisse par exemple faire uniquement une tonte des bordures ou aussi pour pouvoir utiliser les 3 caméras comme vidéosurveillance parce que c'est vraiment dommage d'avoir 3 caméras et de ne pas pouvoir les visualiser à distance. Désolé pour le bruit de la pluie sur la pergola, mais vraiment j'ai pas d'autre solution pour tourner aujourd'hui. Et puis j'ai trouvé aussi que dans l'application, certains réglages ne sont pas très intuitifs et nécessitent de repasser par le mode carte pour faire une modification, comme par exemple pour activer ou pas la tonte des bordures. Ensuite, concernant sa navigation, j'ai constaté qu'il conservait régulièrement une distance d'environ 15 cm par rapport aux limites qu'on a créées lors de la cartographie. Je trouve que c'est un petit peu beaucoup, j'aimerais que Navimo réduise cette limite. Je les ai contactés évidemment pour leur faire remonter ça, je pense que ce sera modifié dans une future mise à jour. Parce qu'en effet, c'est pas facile de trouver le juste milieu entre la protection du robot, la protection des obstacles et des arbustes, et puis de tondre le plus près possible du bord également. Mais le plus gros problème, c'est cette navigation RTK qui ne fonctionne toujours pas correctement. Dans ma zone où j'ai très peu de signal RTK, comme vous avez vu tout à l'heure, il y a des jours où ça fonctionne parfaitement et des jours où le robot n'est même pas capable de tondre cette zone, ni même d'en faire les bordures. Je pensais vraiment que ces 3 caméras et ces nouveaux capteurs d'inertie, la technologie VIO, l'aideraient justement à naviguer dans les zones où il n'y a pas de signal RTK. Malheureusement, je suis au regret de constater que c'est pas franchement différent par rapport à ce que j'avais connu sur le 805 à ce niveau-là, en tout cas dans cette zone bien particulière. Par contre, dans les autres zones, là où la réception RTK est meilleure, eh bien alors là, c'est beaucoup mieux qu'avant, évidemment. Et c'est là qu'on voit vraiment l'avantage des 3 caméras qui lui permettent d'avoir une vision très large à 300 degrés pour éviter les obstacles et surtout lorsqu'il fait ses demi-tours pour éviter de taper quelque chose qui serait sur le côté, qu'il ne pourrait pas voir. Vous l'avez compris, là maintenant on est dans les points positifs, et le point positif évidemment, c'est qu'il est vraiment très respectueux des limites. Il suit parfaitement la limite qu'on a définie au départ, même si je vous l'ai dit, il laisse trop de distance, mais il reste vraiment toujours à la bonne distance, toujours à la bonne limite. Il anticipe vraiment les virages, peut-être un peu trop parfois puisqu'il coupe certains virages. Il faut dire qu'il est quand même assez imposant. Il a aussi une très bonne détection des obstacles grâce à ces 3 caméras et surtout la caméra frontale et aussi son capteur TOF, ce capteur qui fonctionne un petit peu comme un radar, qui mesure la distance entre le robot et les obstacles. Bon, par contre, vous l'avez vu, la détection d'obstacles, c'est pas du 100%, comme tous les robots, que ce soit des robots tondeuses, des robots aspirateurs, et vous avez vu que certains petits objets ne sont pas reconnus. Faut pas faire 100% confiance aux robots, quelles que soient les marques. Ensuite, ce qui est super sur ce robot, c'est le TCS, le Traction Control. Les roues ne dérapent plus, les roues n'arrachent plus la pelouse quand le robot essaie de se sortir d'une situation difficile, et le TCS, il est vraiment génial pour ça. Le robot arrive à se sortir de situations que mes autres robots de roues motrices ne peuvent absolument pas gérer. Et ça c'est bien parce que ça lui permet d'avoir un fonctionnement totalement autonome, sans intervention humaine, pour aller le dégager d'un endroit où il serait coincé. Et d'ailleurs le robot est certifié TÜV Rheinland, comme je vous l'avais dit lors de la vidéo de présentation. Justement ce qui était mis en avant, c'est qu'il avait fonctionné pendant 30 jours sans aucune intervention humaine. Ensuite au niveau bruit, eh bien, il est ultra silencieux. J'ai pas mesuré au dBm, mais je crois que c'est le plus silencieux de tous ceux que j'ai testés jusqu'à maintenant, et notamment au niveau de son plateau de coupe. On n'entend vraiment pas la coupe de l'herbe. C'est vraiment la première fois que
que je constate ça, ça m'a vraiment surpris. Il y a vraiment une différence très notable entre la coupe de l'herbe d'un robot normal et cette série X3 où on n'entend quasiment rien. Et ce plateau de coupe qui est équipé d'un système anti-colmatage, ça c'est vraiment efficace. On n'a pas d'herbe qui vient se coincer dans les lames. Là aussi, pas d'intervention humaine nécessaire pour aller débloquer les lames régulièrement. Vous n'avez rien à faire de ce côté-là. Au niveau autonomie, la autonomie record évidemment, puisque ce sont des modèles conçus pour les très grandes surfaces. Et même ce modèle 3000 m², il a une autonomie hallucinante par rapport aux autres robots que j'ai testés avec des surfaces quasiment identiques. Chez moi, j'ai du mal à vider sa batterie. Je suis obligé de le faire passer plusieurs fois sur toutes les zones pour arriver à vider totalement la batterie. Bon, faut dire que c'est pas bien grand chez moi, je crois à 300, 350 m², je sais plus exactement. Mais bon, là, j'ai vraiment vu la différence avec les autres modèles. Et puis évidemment, grande autonomie veut dire grosse batterie, donc gros temps de charge. Eh ben non, pas du tout. Le temps de charge est vraiment très court. Il charge vraiment très rapidement, 1 heure pour certains modèles. C'est vraiment ultra rapide. C'est vraiment le robot à choisir si vous avez des grandes surfaces ou si vous voulez tondre très régulièrement et très souvent, puisque là, il n'aura pas besoin de recharger longtemps pour repartir tondre. La connexion 4G intégrée, ça aussi c'est vraiment bien parce que si vous n'avez pas du Wi-Fi partout dans votre jardin, vous pourrez commander le robot à distance, voir où il est, voir ce qu'il fait, surveiller son évolution, changer les paramètres, etc. Et même quand vous êtes en dehors de chez vous, vous pourrez visualiser également tout ça. Cet abonnement 4G, il est gratuit sur une certaine durée en fonction du modèle que vous allez choisir. Après, il faudra payer un abonnement annuel, je crois qu'il va être autour de 50 € si je ne me trompe pas. Et puis ce que j'ai bien aimé dans l'application, c'est qu'on peut absolument tout faire sur nos zones, les modifier, les agrandir, les séparer, les diviser, les fusionner. Ça, c'est vraiment aussi pratique que sur un robot aspirateur. Et je le dis parce que c'est pas vraiment le cas sur toutes les marques de robots tondeuses. Mais là, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec la cartographie et très facilement. Il y a aussi la cartographie automatique. Je ne sais pas si je la mets dans les points positifs parce que là, c'est vraiment quand même assez compliqué pour un robot d'aller se mettre exactement au bon endroit. La pelouse, elle n'est pas forcément nette avec l'environnement extérieur. Il vaut de toute façon mieux faire sa cartographie manuelle soi-même. Il y a encore d'autres tests de robots tondeuses à venir cet été. Donc si ce n'est pas fait, il faut vous abonner, il faut cliquer sur la cloche, activer toutes les notifications pour être prévenu quand je mettrai les tests en ligne. En attendant, si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation de ce Navimo X3, je vous la mets ici, vous allez vraiment retrouver les infos intéressantes. Et puis je vous mets ici en dessous la playlist complète de tous les robots tondeuses que j'ai testés jusqu'à maintenant. Cliquez sur ces vidéos et on se retrouve là-bas tout de suite. C'est rien, c'est l'eau de la véranda qui s'écoule. C'est du n'importe quoi l'environnement pour tourner cette vidéo.